Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le récap de l'actu. Donc cette semaine, si l'actualité a été moins riche au niveau national, en revanche au niveau de l'actualité internationale, elle a été plutôt riche et variée. De ce fait, je vais vous faire un petit topo sur le sommaire. Donc dans un premier temps, nous allons voir l'actualité nationale où on va plutôt s'axer sur des réflexions en lien sur l'actualité plutôt que des nouvelles fraîches. Notamment, on va évoquer la crise qui se passe actuellement dans les banlieues. Également, dans l'actualité internationale, maintenant, on va plus traiter d'actualités qui vont être soit en lien direct avec la pandémie mondiale, tel qu'on peut le voir dans des pays riches et considérés comme développés comme aux États-Unis, ou encore dans des pays émergents comme au Brésil. Enfin, au niveau international, on fera également un topo sur l'actualité qui va être plus ou moins en lien avec l'épidémie du coronavirus, notamment ce que l'on peut voir en Afrique de l'Est concernant la crise autour des criquets, ou encore la guerre en Libye qui continue malgré l'épidémie mondiale. Enfin, dans un second temps, on évoquera tout simplement la question autour du débat sur l'application Stop Covid-19 qui fait énormément jaser au niveau de l'actualité, notamment nationale. Et enfin, comme d'habitude, on fera les fake news de la semaine. Tous ces points seront traités dans ce troisième numéro de cette rubrique sur l'information. Donc nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2020, au 42e jour de confinement, et voici le récap de la semaine du 20 au 27 avril 2020. C'est parti. Donc pour commencer, et malheureusement comme les semaines précédentes, je vais faire un petit point concernant le bilan autour de l'épidémie mondiale. Donc au bilan du 26 avril 2020, la pandémie, excusez-moi, aurait tué à peu près 200 000 personnes. Alors le chiffre exact c'est 202 994 morts, mais ce chiffre ne fait qu'évoluer. Donc le nombre de cas recensés, il est à peu près de 3 millions de personnes. Et donc je rappelle, toujours comme la semaine dernière, que ce chiffre à prendre avec des pincettes, puisque tous les tests ne sont pas réalisés systématiquement par les pays touchés par le Covid. Donc si les États-Unis restent le pays le plus touché avec 53 000 morts, voire plus en fonction de l'évolution de la situation, l'Europe reste l'épicentre du virus avec pratiquement 2 tiers des victimes qui vont être concentrées à la fois en Italie, en Espagne et en France. Donc le dernier chiffre, il était à peu près de 23 000 morts. Auquel on peut rajouter également, dans ces pays d'Europe, on peut rajouter le Royaume-Uni, puisque on a un chiffre qui avoisine les 20 000 morts, 20 319 au dernier bilan. Mais là encore, ce chiffre est également à prendre avec précaution, puisque les maisons de retraite où on a constaté des milliers de morts ne sont pas comptabilisées dans les chiffres. Donc face à cette situation, tout simplement, on va avoir différents comportements qui vont se dessiner. Donc alors que certains pays comme les États-Unis, la France, l'Italie ou encore l'Allemagne commencent à parler de déconfinement, donc on y reviendra tout à l'heure par rapport à cette idée, euh, il y a également une deuxième notion qui est en train de se développer, c'est la notion du risque de deuxième vague mortelle, malgré une systématisation des gestes barrières, comme on peut le voir dans de nombreux pays d'Asie. D'autant qu'il faut rajouter, le mystère reste complètement entier par rapport à ce virus, puisque déjà il y a la question de l'immunité collective dont j'avais évoqué la problématique dans une vidéo précédente, où il y a toujours un doute par rapport au fait que est-ce qu'effectivement les gens vont être immunisés par rapport au virus. Il y a également le fait que cette immunité collective d'à peu près 60% à atteindre est
très compliqué à avoir, hein. Je vous rappelle qu'en France, en début de semaine, on a dit que simplement 6% de la population euh, serait immunisée contre le virus. Et également, il y a là cette question de l'immunité, puisque en fonction de l'endroit où on va se situer sur la planète, certaines populations vont être bien immunisées, notamment par exemple à New York, on aura quand même un New-Yorkais sur 5 qui serait immunisé, tandis que dans d'autres territoires, comme la France par exemple, euh, l'immunité n'est vraiment pas généralisée. Donc de ce fait, l'interrogation reste totale et la question du devenir de la maladie reste omniprésent, notamment en France. La première info de la semaine va concerner le déconfinement et son plan en général, puisque cette information a vraiment fait débat durant toute cette semaine passée. Donc déjà au niveau de la France, je vous rappelle, il y a à peu près 23 000 morts, dont à peu près 15 000 dans les hôpitaux et à peu près 9 000 dans les EHPAD et établissements médico-sociaux. Donc ce bilan augmente petit à petit, mais ce qui est assez rassurant, je veux dire, c'est que le nombre de personnes admises en réanimation ne cesse de baisser depuis 19 jours, avec environ 4 600 personnes qui sont admises. Cependant, le solde reste positif dans les services de réanimation avec 7 553 patients pris en charge, toutes causes confondues. Donc là, j'ai pris la déclaration du ministère. Donc alors que cette situation sanitaire semble s'améliorer, le gouvernement doit dévoiler aux députés mardi à 15 heures sa stratégie nationale de déconfinement autour de 6 thématiques: la santé, notamment autour de tout ce qui va concerner les masques, les tests, l'isolement, également l'école, le travail, les commerces, les transports et les rassemblements. Donc le dispositif de traçage par le biais de l'application Stop Covid sera également présenté durant cette stratégie de déconfinement. Donc ce plan sera débattu puis voté à l'Assemblée nationale avant d'être présenté aux associations d'élus locaux et aux partenaires sociaux. Donc la journée de mardi va véritablement être clé. Donc certains points vont être évoqués et moi déjà dans un premier temps je vais vous faire un premier bilan de tout ce qui a été évoqué durant la semaine concernant différentes thématiques. Donc déjà pour commencer, on va parler du cas de l'école. Donc ce cas de l'école, il sera arbitré en prenant compte de l'avis du conseil scientifique. Donc ce dernier, qui a rendu ses conclusions cette semaine, recommande notamment le port obligatoire d'un masque anti-projection industriel ou artisanal dans les collèges et lycées, à la fois pour les personnels et pour les élèves. Il souligne qu'il était pour sa part favorable à ce que les crèches comme les établissements scolaires restent fermés jusqu'à septembre. Mais ils ont mis en avant dans leur bilan qu'ils prenaient acte de la décision politique du gouvernement de rouvrir progressivement dès mai en prenant compte des enjeux sanitaires, mais également sociétaux et économiques. Donc ce conseil scientifique préconise également le déjeuner en classe, la prise de température régulière à la maison par les parents, ainsi que des stratégies dans les établissements pour éviter le brassage des élèves. Il écarte la faisabilité et l'intérêt d'un dépistage massif des élèves et des personnels, mais insiste véritablement sur l'idée d'une formation aux gestes barrières et à la distanciation sociale, si possible avant le 11 mai. Enfin, ce conseil souligne que l'ouverture des établissements scolaires le 11 mai doit être progressive, tout en tenant compte des situations locales, et cette reprise doit s'intégrer dans une démarche expérimentale et elle doit toujours continuer à s'adapter en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. C'est-à-dire que par exemple, si un élève, par exemple, euh,
ou un élève d'ailleurs, ou un membre du personnel euh, est testé positif au coronavirus, forcément, il va y avoir toute l'application de la quarantaine pour un élève, pour ceux qui ont été à proximité de cet élève, et éventuellement de tout l'établissement. Donc, véritablement, s'adapter en fonction de la situation. Il est intéressant de voir que par rapport à ce qui a été dit autour de l'école, il y a Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui a annoncé que la rentrée se ferait progressivement, à commencer par les grandes sections et les CM2, qui seront suivis des classes de 6e, de 3e au collège, de première et de terminale au lycée, ainsi que des ateliers industriels dans les lycées professionnels. Le but du ministère de l'Éducation étant de faire une rentrée globale de toutes les classes autour de la date du 25 mai, avec a priori pas plus de 15 élèves par classe. Donc un objectif qui est quand même assez ambitieux. Donc deuxième point que l'on peut évoquer également, c'est le fait que tous les équipements autour du déconfinement vont être débattus. Déjà, on a une première information qui est apparue dimanche, c'est qu'un arrêté a autorisé de nouveau la vente des masques dans les pharmacies s'ils sont aux normes de l'Association française de normalisation. Depuis un décret du 3 mars, les 22 000 pharmacies françaises n'avaient plus le droit de vendre des masques en raison des réquisitions générales faites par l'État. Donc les fameux masques FFP2 et les masques chirurgicaux restent réservés au personnel de santé. Dans les pharmacies, le grand public peut trouver des masques industriels dits alternatifs en tissu jetable ou lavable de type 1 et 2. Cela a pour but d'anticiper toujours ce fameux 11 mai. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé que l'objectif était toujours de réaliser également, à la suite du déconfinement, entre 500 000 et 700 000 tests par semaine à partir de cette date du 11 mai, et que ces tests seront réalisés sur toutes les personnes présentant des symptômes uniquement. Car il est impossible de tester tous les Français, et là je reprends les propos d'Emmanuel Macron. De leur côté, il y a également les commerçants qui sont mobilisés et sont fermement décidés à ouvrir après le 11 mai, mais demandent en fait tout simplement les règles du jeu, d'après le président de la Confédération des commerçants de France, Francis Palombi. Donc les vendeurs de tissus peuvent rouvrir pour fournir aux Français la matière première nécessaire à la fabrication des masques maison, de même que les jardinneries ont été autorisées à rouvrir. Également, certaines professions ont la garantie de pouvoir ouvrir au 11 mai, notamment les coiffeurs, et d'autres professions sont encore dans l'attente, notamment dans le domaine de la restauration. Donc effectivement, cette semaine, les restaurateurs se sont réunis au ministère du Travail pour pouvoir un petit peu statuer de leur position. Et ce qui en est ressorti, c'est que ils n'auraient pas le droit d'ouvrir avant normalement la mi-mai, mais pourraient bénéficier d'une défiscalisation totale de leur commerce pour éviter d'être en crise économique. Cependant, la décision concernant les restaurants devrait être prise d'ici fin mai de façon totale et de façon très globale. Également, ce qui va être évoqué, c'est le fait que les vacances vont être impactées par le déconfinement. En effet, les Français ne pourront probablement pas partir en vacances à l'étranger cet été, alors que la relance des installations touristiques est en réflexion dans un pays quand même qu'il faut le rappeler dépend très fortement du tourisme, pardon. Un comité interministériel sur le sujet a été programmé pour le 14 mai. En attendant, le gouvernement encourage pleinement les Français à planifier leurs vacances sur le territoire national. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti du conseil scientifique qui juge fortement de garder des transports interrégions et non pas d'aller à l'étranger, car cela pourrait faire exploser le risque d'épidémie. Enfin, à côté de ces questions,
qu'il y a la fameuse application Stop Covid qui va être évoquée. Donc, ce que l'on peut en dire, c'est que la Commission nationale de l'information et des libertés estime que cette application doit permettre de retrouver et d'alerter les personnes qui ont été en contact avec des porteurs du coronavirus. On reverra le principe tout à l'heure. Mais également, cette application doit garantir surtout l'anonymat des personnes qui vont l'utiliser. Donc du coup, effectivement, la CNIL a demandé véritablement à ce que cette application soit déployée de la façon la plus pertinente. Et donc c'est ce qui va être discuté et débattu demain. Donc il est à noter que ce plan global de déconfinement, malgré son importance, commence à susciter de véritables débats dans l'Assemblée, puisque de nombreux députés exigent un report du vote afin de laisser un temps de réflexion aux parlementaires qui exigent d'avoir des entretiens et des enquêtes autour des différents sujets débattus. Également, d'autres dénoncent le fait que le vote se fasse sans différenciation des différentes thématiques, notamment le point de l'application Stop Covid fait le plus parler. Mais comme je l'ai déjà dit, on en parlera dans le débat tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut évoquer concernant cette situation, concernant le plan de déconfinement. Mais comme je l'ai dit, on en saura plus demain à 15 h avec le discours du Premier ministre. Deuxième point qui fait l'actualité, donc ça c'est plus un sujet global, c'est la situation des banlieues. Donc les banlieues, vous n'êtes pas sans savoir que depuis les week-ends du 18 et 19 avril, on a des séries d'affrontements qui se passent dans différentes banlieues. Et notamment depuis l'incident qui a eu lieu à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, où différentes heures ont fait suite à l'accident d'un motard ayant impliqué la police samedi 18 avril. Depuis, on a eu de nombreuses scènes de violence urbaine qui ont émaillé le confinement ambiant. Donc notamment, c'est le cas à Gennevilliers où l'école primaire Paul Langevin a été détruite par un incendie d'origine criminelle, notamment dans le bureau de la directrice. On a également une quinzaine d'engins incendiaires qui ont été retrouvés dans une partie commune d'un immeuble. Enfin bref, la situation est quand même extrêmement électrique. Et en dehors de toutes ces violences-là, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour analyser véritablement cette situation. Ce qu'on peut mettre véritablement, c'est que la situation des banlieues dans le confinement donne véritablement un véritable débat au niveau de la réflexion. En effet, hein, si on regarde un petit peu la presse internationale, c'est toujours très pertinent de regarder ce que dit la presse internationale de la France. Donc cette presse internationale évoque le fait que dans les banlieues, les habitants sont victimes de préjugés négatifs alors qu'il s'agit de populations qui font le plus de sacrifices personnels pendant le confinement. En effet, pour reprendre les propos d'un article du Courrier international, de nombreuses personnes continuent de prendre les transports en commun pour aller travailler, ce qui pose des risques sanitaires ou d'autres personnes se retrouvent confinées en grand nombre dans de minuscules petits appartements. Je reviens vite fait sur les propos de se déplacer pour aller travailler, c'est que souvent, en fait, dans ces banlieues, malheureusement, ce sont souvent des personnes qui vont faire des tâches qui ne peuvent pas être faites par du télétravail et du coup qui obligent la population à se déplacer. Et donc, alors que les habitants aisés des grandes villes peuvent aller vivre dans leur villa secondaire, cette option, malheureusement, ne s'offre quasiment à personne au sein de départements comme la Seine-Saint-Denis, qu'on cite souvent quand on parle de ces problèmes de banlieue. Donc ces milieux sont des milieux véritablement complexes et pour les médias malheureusement c'est souvent deux choses qui vont ressortir, c'est la pauvreté et la délinquance. Et encore plus durant cette situation actuelle de confinement, ce qui ressort des médias, même des réseaux sociaux, c'est le fait que de nombreuses
habitants ne respectent pas le confinement de manière globale et donc encore une fois ces banlieues sont pointées du doigt. Mais là où il faut être un petit peu malin, il faut avoir du recul, c'est le fait qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il y a cette situation là actuellement. Donc déjà, il y a différentes raisons qui vont expliquer cela. Tout d'abord, certains immeubles sont extrêmement sales et délabrés. Et donc la situation à plusieurs dans ces appartements est véritablement très très pénible. D'où le fait que parfois certains peuvent aller se balader dans la rue pour essayer de sortir ce contexte ambiant anxiogène. Également, la deuxième chose qu'on peut mettre en avant, c'est que on est quand même dans des lieux où il y a des ethnies différentes, des nationalités différentes. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, on recense un demi-million de gens d'ethnies et de nationalités différentes. Donc parfois, tout simplement, c'est le fait que la compréhension des gestes barrières et des mesures de confinement pour tous sont tout simplement pas compris puisque certains ne parlent pas le français. Et donc, accès à cette information leur est extrêmement compliqué. Souvent, malheureusement, également, il y a l'influence des fake news qui fait que certaines personnes ne vont pas avoir tendance à appliquer ces gestes. Et d'ailleurs, à ce propos, je trouve assez intéressant d'évoquer l'initiative notamment de l'association Banlieue Santé qui tente de remédier à ces problèmes en multipliant les messages dans toutes les langues. Donc là, par exemple, je vous donne différents exemples de ce qu'ils font. Mbote na biso batata bamama bandeko kombo na nga Chantal nasalaka na hôpital nasali video oyo mpona kolobela bino mpona coronavirus. Merhabalar, ben Yavuz. Fransa'da tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyim. 大家好，我的名字叫邓宇安，是一名医。Donc, troisième point maintenant qu'on peut mettre en avant, c'est que bon nombre de personnes travaillent comme journaliers sur des chantiers, vivent dans des appartements où il n'est pas possible de rester confinés. Tout simplement parce que ces gens n'ont pas un propre chez eux et le partagent avec d'autres personnes. Certains travaillent le jour et vont dormir la nuit, et d'autres travaillent la nuit et ils vont dormir le jour. Et donc tout simplement, le fait qu'il n'y a pas cet accès à la propriété fait que justement, on a des mélanges qui ne respectent pas véritablement les distanciations sociales. Euh, Également, il y a également le fait que certains sociologues mettent en avant le fait que les structures qui rendent la vie possible dans les banlieues, telles que les aires de jeu, les écoles, les terrains de jeu, les skateparks, les équipements sportifs, sont fermés. Et ce n'est pas simplement des sources de loisirs, mais c'est vraiment une source d'équilibre pour beaucoup de jeunes et qui mènent malheureusement souvent une vie qui est assez peu structurée. Et donc ces équipements-là servent véritablement d'échappatoire. Et le fait qu'ils soient fermés en ce moment fait que les gens tentent de trouver d'autres sources d'échappatoire. De plus, à cet aspect confiné s'ajoutent également les craintes sanitaires autour des banlieues qui s'agrandissent de jour en jour. Donc ce n'est pas vous le cacher que les habitants des banlieues difficiles ont actuellement des ressources qui sont assez faibles. Et avec cette situation du confinement, malheureusement, leur misère s'accentue. Du fait que de nombreuses familles, notamment on reprend le cas de Seine-Saint-Denis, de nombreuses familles ont été concernées par les licenciements, le chômage partiel ou encore le chômage total, dans la situation, dans les pires des cas. Donc certaines villes ont vu ce problème arriver et ont notamment essayé de prendre des décisions assez exceptionnelles, notamment la ville de Bobigny, qui a décidé que tous les loyers d'avril ne seraient pas à payer. Malgré tout, certaines associations pointent du doigt le fait qu'on pourrait avoir des émeutes de la faim, notamment car ils font le bilan de ce qu'ils voient lors des distributions alimentaires. On voit notamment des images de files interminables qui ne cessent d'illustrer ce quotidien extrêmement compliqué dans ces banlieues. Et donc beaucoup de députés
évoque cette situation-là en voulant notamment faire que le prix des produits de première nécessité, qui est en train de connaître une augmentation en ce moment, puisse être pondéré pour que ces familles puissent de nouveau se nourrir correctement. Et il y a également la prime de 150 € qui a été promise par le gouvernement, qui est considérée par de nombreux partis politiques comme insuffisante. Donc maintenant, troisième sujet, c'est le sort des personnes âgées. Donc effectivement, pour ce nouveau sujet, j'ai décidé d'évoquer un sujet qui véritablement pose souci, mais qui est surtout souligné, et c'est assez intéressant, par également la presse internationale, comme les banlieues. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis une semaine, les résidents des EHPAD, donc c'est-à-dire les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, ont la possibilité de recevoir la visite d'un ou deux proches à condition que celle-ci soit strictement encadrée et à condition de ne pas se toucher. Cette décision a été prise à la suite de l'allongement du confinement par Emmanuel Macron. Dans les EHPAD où les conditions sont draconiennes depuis le début de la crise, cette décision a été vue comme un véritable soulagement pour les 700 000 résidents et leurs familles. En effet, il leur était interdit de se voir depuis le début du confinement. Donc si des mesures aussi strictes sont prises, c'est parce que le problème du coronavirus est particulièrement grave dans les maisons de retraite, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le 1er mars, on décompte à peu près 9000 morts dans ces établissements, et ce n'est pas pour rien que Jean-François Delfraissy, qui est le président du conseil scientifique, avait suggéré un confinement par tranche d'âge en privilégiant les populations jeunes il y a quelques jours. D'ailleurs, au passage, ces derniers jours, le président de la République est revenu sur cette déclaration en faisant savoir qu'il ne souhaitait pas discriminer les personnes âgées et qu'il se contenterait d'appeler à la responsabilité individuelle. Donc cette déclaration avait quand même pour but de calmer un petit peu le jeu. Mais comme le souligne la presse étrangère, à travers justement ces déclarations, on voit véritablement que il y a un réel problème entre la France et ses aînés, durant cette crise. En effet, par exemple, si on prend les propos du journal canadien Le Devoir, il semblerait que la pandémie accentue la stigmatisation des personnes âgées. Une tribune qui a été signée d'ailleurs par plusieurs chercheurs français précise ainsi que véritablement l'un des exemples les plus flagrants de ce que l'on pourrait qualifier de mépris à l'égard des aînés est le fait que les autorités françaises notamment n'ont pas comptabilisé le nombre de décès résultant du Covid-19 dans les maisons de retraite au début de la crise. Faut-il en conclure que leurs décès étaient insignifiants par rapport à ceux des jeunes adultes? Donc vous voyez quand même des mots qui sont assez forts et assez prenants. De plus, le Radio-Canada, donc une autre chaîne de médias, insiste sur le fait que la France a le plus grand mal à protéger ses aînés et beaucoup de Français ont le sentiment que les personnes âgées ont été abandonnées à leur sort durant cette crise. Donc sacrifier, donc les mots sont quand même assez forts, sacrifier, et même pour ne pas surcharger les services de soins intensifs. Donc cela a été le cas fin mars lorsque la presse allemande relevait abasourdi, que seuls les malades de moins de 75 ans, donc parfois 70, étaient ventilés dans certains hôpitaux. Il y avait un triage qui était réalisé par manque de matériel. Mais cela semble être encore malheureusement le cas aujourd'hui, puisque Radio-Canada cite un élu parisien, donc on était le 20 avril, et donc le 20 avril, il disait que le SAMU était encore en incapacité de secourir les aînés, et du coup ne se déplace même plus. De ce fait, résume encore le site canadien, depuis que le coronavirus a fait son apparition en France, les cris d'alarme ne cessent de retentir dans les EHPAD et ils viennent de toutes parts, des employés qui ont dû composer par le manque d'équipement et de protection,
en plus de subir un manque chronique de personnel, des résidents qui sont coupés du monde et risquent de faire, en plus de tout cela, une dépression. Et tandis que le gouvernement français a promis une campagne massive de dépistage pour identifier les malades dans les EHPAD, cette campagne démarre bizarrement très lentement et les décès ne cessent de continuer. Donc la situation est extrêmement compliquée. D'où les termes de sacrifier, abandonner ou stigmatiser. Donc maintenant, nous allons passer à l'actualité un petit peu pêle-mêle de ce qui a pu se passer en France. Donc tout d'abord, on peut évoquer le fait qu'à Paris, on décompte de nouveaux pauvres. Donc pourquoi on dit ça? C'est simplement que au travers notamment les distributions alimentaires qui ont pu être faites notamment par l'intermédiaire du diocèse de Paris, euh, on a pu voir de plus en plus de personnes faire la queue pour récupérer des rations alimentaires. Donc je rappelle au départ, ces distributions alimentaires étaient destinées aux SDF, excusez-moi, de la ville. Et donc on constate de plus en plus de personnes en situation de difficulté récupérer ces stocks alimentaires, notamment du fait que malheureusement le confinement, la crise a entraîné une augmentation du taux de chômage. Alors cette semaine, on a dit qu'il y avait eu une augmentation de plus 8% du chômage, une hausse qui est historique en France. Et donc cela se ressent au niveau des associations, je vais dire des associations en fait tout simplement où on va voir ces nouveaux pauvres se matérialiser. Et d'ailleurs cette situation inquiète d'autant plus que si les bénévoles sont nombreux en ce moment, l'après 11 mai risque d'être compliqué car la plupart des bénévoles vont devoir reprendre leur travail et malheureusement les accueils sociaux vont être encore là et les pauvres malheureusement vont continuer d'être pauvres. Donc quand on parle de ces nouveaux pauvres, on peut mettre en avant que ça soit les étudiants, l'étudiant qui a perdu son job, la grand-mère qui a une petite retraite, ou encore les parents qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants du fait de l'arrêt de la cantine. Donc vraiment une nouvelle vague de pauvres qui l'on est en train de constater en France. Également, en France, depuis jeudi, pardon, excusez-moi, on a le début du Ramadan dans un contexte, vous vous en doutez bien, assez particulier. Donc différentes mesures ont été mises en place afin de répondre au mieux à cette fête religieuse musulmane. Donc les réunions de famille sont à éviter, les prières à la mosquée se déroulent via vidéoconférence. De plus, la charité aux plus démunis se fera par des formules de repas préemballées et selon la distribution définie par les autorités locales. Donc une réadaptation de cette fête. Également à l'actualité, il y a eu le cas Amazon qui a été décidé le 24 avril, donc vendredi, par la Cour d'appel de Versailles, qui a confirmé, tout en adoucissant la première décision, le fait que Amazon doit mieux protéger ses salariés du coronavirus et doit restreindre ses ventes aux activités de vente concernant des produits jugés essentiels. Donc jusqu'à dimanche, Amazon avait le droit de livrer tout type de produits, c'est-à-dire high-tech, informatique, bureau, pour animaux, soins, corps, parapharmacie, et également épicerie, boissons, entretien. Mais depuis dimanche, chaque infraction sera pénalisée à la hauteur de 100 000 euros, et ce pendant une durée maximale d'1 mois. De plus, Amazon a annoncé sa fermeture jusqu'à demain afin d'évaluer les risques liés à l'épidémie dans ces établissements. Enfin, j'en ai parlé la semaine dernière, le cas du Charles de Gaulle. Donc le Charles de Gaulle, rentré à sa base à Toulon, après que plusieurs cas de Covid-19 ont été mis en avant, ce Charles de Gaulle commence à être désinfecté par des équipes spécialisées. Et vous en doutez bien, c'est une opération titanesque qui devrait prendre plusieurs jours au minimum. Donc maintenant, nous allons évoquer la situation internationale
au travers déjà un pays qui pose énormément de questions durant cette crise sanitaire, c'est le cas du Brésil. Donc c'est une puissance économique et démographique, et cette puissance compte à peu près 64 000 contaminés pour à peu près 4 300 décès, excusez-moi. Mais cette situation, en fait, actuelle, devrait devenir de plus en plus problématique si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de Manaus, au niveau de la région amazonienne. Donc les autorités là-bas sont submergées par le nombre de morts, les hôpitaux et les cimetières sont saturés. Donc les images du plus grand cimetière de Manaus ouvrant des fosses communes pour y mettre les corps amenés en chambre froide ont choqué les Brésiliens. Débordé, le maire de la ville évoque véritablement des scènes d'horreur, et dans l'urgence, le maire a décidé que 5 personnes maximum seraient autorisées à participer aux enterrements. Le coronavirus est véritablement en train de frapper durement la capitale amazonienne qui concentre la plupart des cas de contamination de la région, et le personnel soignant manque cruellement de matériel et de protection. Manaus ne compte actuellement qu'une cinquantaine de lits de soins intensifs pour une population d'environ 1,7 million d'habitants. Donc son système de santé, déjà très précaire, mal préparé pour faire face à l'épidémie, est en train de s'effondrer, avec la crainte désormais d'une explosion du nombre de décès. La région, comme vous pouvez le constater, est extrêmement vaste, et la situation est d'autant plus compliquée pour les habitants isolés atteints de coronavirus, puisque je vous rappelle que dans cette région, notamment, la plupart des transports se font par la voie fluviale. Alors, la ville essaie de réagir, notamment en construisant un hôpital de campagne, et a fait un appel à l'aide à tous les médecins du Brésil pour justement en venir à bout de cette situation. Si maintenant on prend à l'échelle nationale, les scientifiques brésiliens redoutent également une hécatombe dans le pays, puisque de nombreux chercheurs estiment que le chiffre des contaminés est en réalité 15 fois plus élevé et dépasserait peut-être les 300 000 personnes. Et en cause, ils mettent en avant le manque de tests. Donc à l'hôpital, les médecins ne dépistent que les patients dans un état grave. Seulement 300 personnes seraient testées sur 1 million. Donc là, une statistique qui est quand même assez marquante. En situation d'épidémie, il est bien sûr impossible de tester tout le monde, mais en Amérique du Sud, le pays brésilien est véritablement le mauvais élève, au contraire notamment des Chiliens, où les tests sont pratiqués sur près de 5000 habitants pour 1 million, un ratio qui se rapproche à peu près de celui de la France, mais qui est quand même encore très loin de celui de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est à peu près 15 730 pour 1 million. Et donc cette situation est d'autant plus compliquée que le dirigeant que vous avez à l'écran, Jair Bolsonaro, ne porte pas un message, je veux dire, encourageant pour la lutte. Donc régulièrement, ce dernier dénonce l'hystérie autour de ce qu'il qualifie d'une petite grippe, et prône le retour au travail des Brésiliens pour sauvegarder l'économie. Il n'a cessé également de critiquer les mesures de confinement prises par les gouverneurs dans presque tous les États du pays. D'ailleurs, ce dernier, la semaine dernière, a multiplié ses apparitions lors de manifestations anti-confinement, et donc sa position très radicale, véritablement, est très problématique, et notamment a entraîné la démission de son ministre de la Santé, qui, en plus de créer de la crise sanitaire, est en train de créer une crise politique. Donc la situation est extrêmement compliquée. Maintenant, petit tour au Bangladesh, où là la situation est épineuse, notamment du fait que les différents épisodes du confinement ont entraîné un ralentissement de la croissance et de la consommation, et certains secteurs sont véritablement au point mort. C'est le cas notamment du secteur textile, où les grandes sociétés telles que le géant néerlandais CEA ou la chaîne néerlandaise Primark ont décidé de stopper leur production et d'annuler également leurs centaines de millions d'euros de commandes auprès de leurs fournisseurs.
Et dans ce jeu de la mondialisation, les pays les plus touchés, vous en doutez bien, ce sont les fabricants des pays d'Asie qui fabriquent à bas coût, tels que la Birmanie, le Cambodge et surtout le Bangladesh, qui est l'atelier de couture du monde, qui dépend véritablement de cette industrie de la confection plus que d'autres. Hein, le prêt-à-porter représente 84% de ses exportations. Et dans une enquête réalisée auprès des entreprises locales le 22 mars, l'annulation des commandes atteindrait à peu près 1,5 milliard de dollars à cette date. Donc si on vous doit donner un exemple au Bangladesh, vous avez l'usine de jeans de Mostafiz Uddin, donc je suis désolé de la prononciation de cet homme, qui emploie à peu près 2000 couturières. Et donc au retour des vacances prolongées pour cause de coronavirus, ces couturières n'ont plus eu de travail. Les clients, entre autres, vous avez le groupe espagnol Inditex, donc c'est Zara, et le discounter allemand Taco, qui ont stoppé leurs commandes. Ils ne fabriquent même plus les marchandises qu'ils avaient commandées, et ainsi l'entreprise est en train de se retrouver avec plus de 20 000 jeans non expédiés. Avec cela, l'entreprise doit payer d'avance le tissu et les ports, tandis que les grands groupes, eux, ont des mois pour pouvoir régler les factures. Et donc ces grands groupes, s'ils se réfugient derrière les clauses du contrat qui autorisent une interruption sans délai des commandes en cas de force majeure, tout simplement, les entreprises du Bangladesh sont prises à la gorge par les banques qui les menacent tout simplement de bloquer leurs comptes. Et donc chacun des salariés, il faut savoir qu'il fait à peu près vivre 5 personnes selon certaines études. Donc les entreprises bangladaises se retrouvent isolées dans cette bataille, hein. Elles n'ont manifestement à attendre aucune solidarité des grandes entreprises, alors que ce qui est intéressant de voir, c'est que nombre d'entre elles se faisaient encore donneurs de leçons durant ces dernières années où l'économie marchait pour le mieux. Par exemple, on va prendre, alors je prends le cas au hasard, mais le groupe Zara, par exemple, a taxé les entreprises bengalaises, pardon, excusez-moi, de vis-à-vis du code du travail concernant notamment les couturières, en évoquant notamment la responsabilité sociale. La marque Zara d'ailleurs a imprimé ces derniers temps un sweat à capuche avec imprimé respect euh, en hommage à ses couturières. Et depuis la crise, en fait, le groupe Zara ne fait rien pour sauver les emplois justement de ces couturières, qui pourtant ont plusieurs bouches à nourrir. De plus, hein, pour les rares entreprises qui fonctionnent encore, les travailleurs et travailleuses sont exposés très fortement à un risque d'infection. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est également le fait que il y a une grosse proximité au niveau de cette entreprise, puisque pour 40 à 50 personnes, on a 2 toilettes et une douche. Donc véritablement des conditions extrêmement compliquées. Si on prend les propos de Rubana Huk, qui est la présidente de l'association en fait des manufacturiers du Bangladesh, cette dernière a dit que la situation était apocalyptique, évoquant le fait que le pays était pratiquement perdu dans ce domaine. Elle a exhorté les clients occidentaux de ne pas les laisser tomber et au moins de retirer les produits qui étaient prêts. En effet, cela représenterait à peu près 3 milliards de dollars de pertes pour à peu près 1108 usines. Donc également, elle aurait demandé un soutien nécessaire au cours des 3 prochains mois, puisqu'en effet, elle prône le fait qu'il y a un risque d'anarchie du fait que 4 millions de travailleurs seraient à la rue. Fin mars, il y a une étude notamment qui a fait une sorte de classement en fait des entreprises qui ont laissé le plus de commandes annulées, et donc en tête arrive Primark qui se classe avec première avec 273 millions de dollars de commandes annulées, CA avec 166 milliards devant CA avec 166 milliards de dollars de commandes annulées. Donc effectivement, c'est une situation qui est assez compliquée. Bon, pour se défendre, Primark a regretté les annulations sans fournir de chiffres précis.
soulignant qu'elle avait déjà 1,6 milliard de livres sterling en stock payé dans les magasins, les dépôts ou sur les routes. Et la société a prétexté le fait qu'elle perdait 650 millions de livres sterling par mois du fait de la fermeture de ces magasins, et elle a proposé notamment un compromis pour les marchandises annulées qui sont déjà en production, histoire un petit peu de rattraper son image. Également, certaines entreprises sont plus disposées à parler. On peut évoquer H&M qui a souligné qu'aucune tentative n'a été faite pour annuler les commandes déjà passées. Donc on voit comme une petite évolution. Quelques spécialistes évoquent le fait que la crise permettrait peut-être un changement. Elle accentue peut-être la prise de conscience que trop de gens doivent payer trop cher pour une production excédentaire bon marché. L'ère de la mode jetable peut se terminer, mais si on prend les propos de la présidente de l'association professionnelle du Bangladesh, cette dernière a peu d'espoir puisque elle estime que les grands reviendront vers nous et diront: maintenant, nous avons un monde différent, nous avons besoin de produits moins chers maintenant. Bref, une situation qui est loin d'être véritablement idéale. Maintenant, autre cas qui est assez particulier, c'est le cas de l'Afrique de l'Est face au cricket. Effectivement, c'était déjà la catastrophe au début de l'année, et cela s'annonce encore pire encore. Donc on annonce qu'une deuxième vague de criquets voraces, faisant environ 20 fois la taille du premier essaim, est à la recherche de végétation à manger. Cette information est notamment relayée par le journal kényan The Standard. Partis de Somalie, les nuages de milliards d'insectes se dirigent vers le Kenya, l'Éthiopie et le Soudan du Sud notamment. Djibouti, l'Érythrée et la République démocratique du Congo sont également en état d'alerte. Donc la saison des pluies qui a entraîné la poussée des cultures fait redouter des dégâts plus importants encore que la première vague. Donc arrivé fin 2019 en Afrique de l'Est, ces criquets pèlerins ont ravagé plusieurs centaines de milliers d'hectares de champs, et selon l'ONU, 1 milliard de personnes sont désormais en situation d'insécurité alimentaire. Les œufs de criquets sont en train d'éclore, donnant naissance à une nouvelle génération encore plus vorace, puisque les spécialistes s'accordent à dire que les jeunes adultes mangent encore plus que les adultes actuels. Ce combat est mené d'arrache-pied depuis le début de l'année, mais la situation du coronavirus empêche une pleine réalisation des actions contre ces criquets, puisque malheureusement la fourniture principale de tout ce qui est insecticide est livrée normalement par la Chine, et vous savez bien, la Chine est le point de départ du coronavirus. Donc du coup, les commandes sont un peu à l'arrêt. Et actuellement, on voit certains fermiers se battre contre ces criquets avec des pierres, des canettes, donc des outils très très précaires. À côté de ça, il faut mettre en avant le fait que il y a le risque du coronavirus qui reste présent, et la chasse à ces criquets oblige les gens à se regrouper, d'où le fait que les distanciations sociales ne sont pas du tout respectées. Mais le sujet du virus reste quand même assez lointain par rapport à la situation actuelle. Donc si on prend les études qui ont été faites par l'ONU, et notamment par ces enquêteurs auprès de la faim dans le monde, ils estiment que l'ampleur de cette invasion est sans précédent, et en fait cela est complètement imputé par le changement climatique. Cela fait peser une énorme menace sur la sécurité alimentaire des habitants d'Afrique de l'Est. Donc une situation qui est extrêmement alarmante. Maintenant, nous allons évoquer le cas de la Libye. Donc, la Libye, c'est un cas qui est un petit peu particulier. Donc, si la majorité de la population
Et focalisé sur la pandémie mondiale, l'histoire malheureusement ne s'est pas arrêtée et bien des conflits qui étaient en cours avant la crise continuent de se poursuivre. Et notamment c'est le cas en Libye. Donc c'est un pays qui s'enfonce dans une situation qui est de plus en plus dramatique. Donc le pays est actuellement divisé entre deux entités qui se disputent la légitimité du pouvoir. Donc d'un côté, on a les troupes du maréchal Khalifa Haftar, qui est le chef de l'armée nationale libyenne, et de l'autre côté, le gouvernement d'accord national basé à Tripoli, la capitale, et dirigé par Fayez el-Sarraj, théoriquement porteur du soutien de la communauté internationale. Donc le conflit entre ces deux factions se poursuit depuis plusieurs années et progressivement, on a vu des puissances étrangères, plus ou moins officiellement, se mêler à la bataille. Donc ces acteurs étrangers ont conclu d'ailleurs un accord de cessez-le-feu au début du mois de janvier, mais depuis on estime que pas moins de 850 violations à cette trêve ont été enregistrées, dont 70 ne serait-ce que la semaine dernière. Pire, en fait, en profitant du manque d'attention que soulève le conflit libyen en ces temps de pandémie, certains acteurs de cette guerre auraient commencé à utiliser des armes de nouveaux types. Notamment, le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tripoli accuse ses ennemis d'avoir fait usage, notamment de gaz innervant, lors des combats dans le sud de Tripoli. Également, il y a des soupçons qui se concentrent sur l'organisation Wagner, qui sont des mercenaires russes et qui agiraient pour le compte de la Russie aux côtés du maréchal Haftar. Et l'ONU met en avant le fait que justement ces mercenaires auraient utilisé des armes telles que des lance-roquettes à munitions thermobariques ou encore des drones suicides qui ne font qu'attiser un petit peu la violence dans cette région. Je rappelle au passage d'ailleurs que ces armes-là sont interdites notamment par les accords internationaux. Malheureusement, ces nouvelles armes ne sont pas la seule ombre au tableau de la Libye, puisque déjà, si on prend la situation actuelle, selon les statistiques officielles, on ne compte que 60 cas de coronavirus, et le pays est déjà soumis à un confinement et un couvre-feu, mais cela ne permet pas à la population de tenter d'échapper aux multiples bombardements. Et cela n'augure rien de bon si l'épidémie se propage de façon importante dans le pays, compte tenu que beaucoup d'infrastructures médicales ont été détruites. Dans ce scénario apocalyptique, on peut rajouter le fait que l'économie qui était déjà affaiblie doit faire face à des revenus du pétrole réduits à néant, avec moins de 4 milliards de dollars évanouis en quelques mois. Et donc, comme l'indique l'ONU, si rien n'est fait, tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour la venue d'une catastrophe en bonne et due forme en Libye. Donc maintenant, nous allons passer aux informations en bref. Donc déjà, je l'ai évoqué la semaine dernière, le Canada a connu sa pire tuerie, la pire tuerie de son histoire en début de semaine dernière. Donc c'est un chirurgien dentiste qui a abattu 22 personnes avant d'être lui-même abattu par la police. Donc selon la police, l'hypothèse qui semble être mise en avant, c'est le fait qu'il aurait tenté d'agresser sa femme auparavant, cela aurait échoué, et cette tentative d'agression sur sa femme aurait entraîné cette folie meurtrière. Et donc c'est assez intéressant, c'est de voir que cet événement a relancé le débat autour des armes à feu, alors que le Canada recense une augmentation des actes violents dans les grandes villes. Également, on peut évoquer le fait qu'aux États-Unis, le cap des 50 000 morts a été franchi vendredi soir, lié au coronavirus. À cela s'ajoute le débat encore plus féroce entre le confinement et la reprise économique, face à un chômage qui ne cesse d'augmenter dans le pays. D'ailleurs, il y a une polémique qui est venue du président lui-même, Donald Trump, je le rappelle,
qui a appelé à la rébellion contre les règles de confinement. Il a ouvertement appelé les gens à braver les règles du confinement. Notamment, il a fait un tweet où il indiquait qu'il fallait libérer le Minnesota, libérer le Michigan, libérer la Virginie, alors que des militants parfois armés s'apprêtaient à défiler samedi devant les institutions de l'État. Donc véritablement une polémique est en train de se créer autour de ces propos. Également, ce qu'on peut citer, c'est qu'en Pologne, il y a le fait que les autorités n'ont pas hésité à envoyer les policiers pour réquisitionner de force les travailleurs médico-sociaux pour les obliger à prêter main forte aux établissements en difficulté, même si cela se fait au péril de leur santé ou de leur vie de famille. Chose également intéressante, le pétrole a connu une baisse de sa valeur historique, notamment aux États-Unis, puisque en l'espace d'un court instant, le prix du baril s'est retrouvé en dessous de 0$, conséquence d'une forte diminution de la demande et des difficultés de stockage. Enfin, on va terminer sur une note un petit peu plus légère, liée toujours à l'épidémie, puisque pour la première fois de l'histoire, on a eu l'annulation des festivités pour l'anniversaire de la reine Elisabeth II le 21 avril. Donc maintenant, nous allons passer au débat qui va concerner l'application Stop Covid, une application et justement qui fait débat. Donc l'application Stop Covid, envisagée par le gouvernement français, doit permettre de tracer la propagation du virus afin de permettre une maîtrise du déconfinement. Alors que l'Assemblée nationale va la voter ou non cette application demain, son adoption divise jusque même la majorité. Donc, entre le flou des modalités techniques et la crainte d'une dérive en matière de surveillance, de multiples questions se posent. Donc déjà, la première question qui se pose, c'est comment ça fonctionne. Donc je vous laisse cette petite vidéo pour vous faire comprendre. Patient potentiel et avertir les personnes avec lesquelles il a pu être en contact. C'est le but d'une application de contact tracing. Une fois installée sur le smartphone, l'application génère un identifiant unique et chiffré, enregistré localement dans la mémoire de l'appareil. Grâce au Bluetooth, le téléphone enregistre les autres appareils qui se sont connectés à moins de 2 mètres de lui et au cours des 21 derniers jours. Si le propriétaire tombe malade, l'historique permet d'alerter par SMS les personnes qu'il a croisées pour qu'elles se placent en quarantaine. Une technologie qui se veut anti-big-brother. Contrairement aux coordonnées GPS ou aux antennes relais, le Bluetooth ne s'appuie pas sur la géolocalisation. L'option peut être désactivée à tout moment. Pas question non plus de recueillir l'historique des contacts ou de l'état de santé des utilisateurs. L'identifiant chiffré échangé par l'application garantit l'anonymisation des données. Le gendarme des libertés informatiques, la CNIL, rappelle que ce logiciel doit avoir une durée de vie limitée et justifié d'un objectif clair de santé publique. Enfin, le programme repose sur le volontariat. L'application de contact tracing n'est pas obligatoire, mais selon les chercheurs britanniques, elle doit être utilisée par au moins 60% de la population pour être efficace dans la lutte contre l'épidémie. Donc cette vidéo, elle est assez intéressante puisqu'elle va reprendre les différentes questions et les différents points clés qui vont être autour de cette application. Donc tout d'abord, comment cela fonctionne-t-il? Donc l'application Stop Covid, je répète un peu ce qui a été dit dans la vidéo, si elle est déployée, puisque c'est une base du volontariat qui est mise en avant, elle doit permettre à l'utilisateur d'être prévenu s'il a croisé une personne contaminée par le virus. Elle fonctionnerait donc, comme j'ai dit, sur la base du volontariat. Et il y a des chercheurs franco-allemands chargés d'élaborer une future application qui ont publié le 18 avril leur proposition technique pour un système géré par une autorité de santé centralisée. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est que tout simplement, cela va reposer sur le partage par des personnes détectées positives au Covid-19 d'une liste d'identifiants anonymes
correspondant aux personnes qu'elles ont croisées durant la période d'incubation du virus et détectées grâce à la technologie sans fil Bluetooth, comme vous l'explique également toujours dans la vidéo. Donc je vous rappelle, le Bluetooth, ça n'utilise pas les données de géolocalisation des smartphones. Le protocole, il est conçu en sorte que personne, même pas l'État, n'ait accès à la liste des personnes diagnostiquées positives ou à la liste des interactions sociales entre les personnes. Et dans ce système, un utilisateur de l'application diagnostiqué positif serait invité tout simplement à donner son consentement afin que son historique de crypto-identifiant rencontré soit envoyé sur un serveur d'une autorité de santé sans divulguer ses propres crypto-identifiants, donc garantir un maximum d'anonymat. Tous les utilisateurs de l'application vérifieront périodiquement auprès de ce serveur si leur propre identifiant figure parmi ceux jugés à risque. Donc, à cela, la deuxième question qui va se poser, c'est pourquoi ce traçage fait-il peur? Donc, ce projet de traçage des données mobiles pour endiguer le coronavirus est critiqué jusque dans les rangs de la majorité pour ses risques concernant la vie privée de ses utilisateurs, même s'il est présenté comme ne dérogeant pas à la réglementation sur les données personnelles. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, plusieurs pays ont franchi le pas, à l'image de la Russie, d'Israël ou encore de la Corée du Sud. Donc ces pays ont misé sur un traçage numérique, utilisant dans certains cas les données de géolocalisation, aux grandes dames de leurs détracteurs qui ont dénoncé véritablement une atteinte aux libertés. Signe de la sensibilité du sujet, un document de la Commission européenne portant sur une approche en fait large européenne prévoit la destruction des données personnelles dès lors que l'épidémie du coronavirus sera sous contrôle. 300 scientifiques internationaux de renom d'ailleurs, spécialistes du domaine, ont signé une tribune où ils se déclarent préoccupés que les solutions de suivi envisagées puissent déboucher sur une surveillance sans précédent de la société dans son ensemble. Donc du coup, le texte insiste sur la nécessité d'un stockage des données décentralisées. Donc véritablement, il y a une réelle crainte par rapport à ce traçage, notamment par rapport au fait que éventuellement on a peur que notamment l'État ait des informations personnelles, et notamment le fait tout simplement d'être malade ou pas lors de cette maladie. Sinon, concernant cette application, il y a également un débat qui se fait par rapport aux limites. Donc, la dame que vous voyez qui est apparue sur la diapositive, c'est Marie-Laure Denis, qui est la présidente de la CNIL, qu'on a évoqué précédemment. Donc, cette dernière, qui a été auditionnée par le Sénat, a souligné les limites de l'utilisation de la plateforme numérique en rappelant les conditions pour que celle-ci soit efficace. Donc, elle s'est appuyée sur une étude de l'université d'Oxford, où elle a notamment souligné le fait que l'application devrait être téléchargée massivement pour que cela produise des effets. Donc tout à l'heure on vous a dit 60%. Ce serait dangereux de penser qu'une application de ce type pourrait tout résoudre, a-t-elle déclaré, rappelant que la création de cette application ne saurait être que l'un des éléments d'une réponse plus globale, incluant la continuité des gestes barrières et la capacité à tester la population. Enfin, la présidente a rappelé que toute la population française n'est pas équipée tout simplement d'un smartphone, c'est ce qu'on appelle notamment la fracture numérique. Elle a dit qu'il y a déjà 25% des personnes qui n'ont pas d'ordiphone, comme on dit en français, permettant de télécharger l'appli. Et ce taux est d'autant plus élevé chez les personnes âgées. Elles ne sont que 44% chez les plus de 70 ans qui ont un smartphone, contre 98% pour les 18-25 ans. Autrement dit, plus de la moitié de la population à risque est d'emblée hors jeu. Sans parler des zones blanches sur le territoire qui pourraient fausser ce dispositif. D'ailleurs, le secrétaire d'État au numérique Cédric
WHO a émis des doutes sur la capacité de l'application à être prête au 11 mai, date notamment qui est prévue pour le déconfinement progressif. À côté de ça, ce qui est assez intéressant, c'est que plusieurs études ont évoqué le risque lié à cette application. Donc par exemple, il y a une étude allemande qui a indiqué qu'une application de traçage reposant uniquement sur l'utilisation de Bluetooth était très facilement contournable. C'est-à-dire qu'il n'y avait nul besoin d'être un génie de l'informatique pour savoir si une personne donnée est contaminée par du Covid-19. L'étude disait qu'un seul smartphone suffit. Il suffit de poser ce téléphone doté d'une application de traçage, prendre soin que ce téléphone ne sert qu'une fois pour un seul contact et attendre 14 jours. Cet exemple est un peu extrême, mais il illustre le fait qu'une personne ayant peu de contacts peut facilement dresser la liste des individus qu'elle a rencontrés et savoir qui a été contaminé. Et des informations liées à la géolocalisation peuvent être croisées avec le traçage, même si ce sont des pratiques qui sont illégales pour déterminer qui est malade. Les données pourraient être désanonymisées, c'était compliqué à dire, ce qui permettrait à des personnes mal intentionnées de connaître la liste des personnes malades ou de savoir qui a été en contact avec qui. Donc ainsi, cette application, je l'ai dit tout à l'heure, va être soumise à un vote mardi et le succès de ce vote est loin d'être fait puisque même la majorité est divisée sur cette question. Déjà, il faut savoir que le groupe socialiste et le groupe communiste, bon, qui sont certes minoritaires à l'Assemblée, ont indiqué leur intention de voter contre, contre ce vote. Voilà. Donc maintenant, nous allons évoquer les fake news de la semaine. Je dis les fake news parce que je vais en évoquer plusieurs. Donc cette semaine, il y a une thématique qui est revenue souvent dans la population, c'est la prolifération des idées censées être efficaces contre le coronavirus. Donc je vais donc profiter de cette rubrique pour démonter certaines idées reçues que j'ai pu voir passer sur le net et que peut-être vous aussi vous avez pu voir passer sur le net, histoire d'éviter toute prolifération de fake news. Donc la première d'entre elles, c'est une information qui disait que les sèches-mains seraient efficaces à eux seuls pour tuer le Covid-19. Bien sûr, vous en doutez, c'est totalement faux. Les sèches-mains à l'air chaud ne vous protègent pas contre le coronavirus. Contrairement à certaines idées reçues, les serviettes en papier, les linges propres restent le moyen le plus efficace pour éliminer les germes et éviter qu'ils se propagent sur d'autres surfaces. D'ailleurs, l'OMS sur son site internet a indiqué que les germes se propagent plus facilement à partir d'une peau mouillée qu'à partir d'une peau sèche. Il est donc important de se sécher scrupuleusement les mains. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour passer, j'ai vu une autre fake news qui passait sur les lampes à UV qui permettraient de stériliser les mains. Là encore, c'est complètement faux. Et au contraire, vous pouvez risquer d'avoir des irritations. Donc, autre fake news qui est passée, c'était peut-être la plus originale, c'est le fait que le Roquefort serait un bon remède contre le Covid-19. Donc, vous en doutez bien, rien que déjà sur l'intitulé, c'est une fake news. Et donc, cette fake news est issue d'un message publié sur Facebook qui a été partagé par plusieurs centaines de milliers de fois, excusez-moi, présenté comme un extrait d'un article de la médecine au naturel. Le texte explique que le Penicillium roqueforti, champignon utilisé pour la fabrication du Roquefort, aurait été utilisé par le professeur Didier Raoult, notamment à l'origine de la conception, de l'utilisation de la chloroquine comme vaccin. Et donc l'auteur de cette fake news, c'est un Français de l'Aveyron, lieu d'origine de ce fameux fromage, qui a tout de suite reconnu que son information était fausse. Il voulait faire juste un peu d'humour, mais il a vu que ça a pris des proportions qu'il n'avait même pas imaginées. Autre chose qui est également passé, c'est le fait que la vitamine C sera un remède miracle contre le coronavirus. Cette information est fausse. Elle a été répandue par un soi-disant médecin américain qui aurait rapporté qu'une patiente chinoise de 71 ans aurait été guérie grâce à la prise de vitamine C. Or, aucune expérience publiée ne le prouve.
Effectivement, hein, en effet, les vitamines de manière générale ne procurent aucune protection contre les infections. Elles participent en revanche à renforcer notre système immunitaire, comme c'est aussi le cas avec une bonne alimentation. Aux États-Unis, on a un essai clinique qui a débuté pour injecter des doses de vitamine C en intraveineuse à des patients, mais aucun résultat n'a été encore posté par rapport à ça. Et je vous rappelle également, si vous, mais bon, vous le savez, mais pour l'instant, il n'y a aucun vaccin, aucun traitement contre l'infection due au coronavirus. Enfin, la dernière, celle qui a peut-être été la plus problématique, c'est l'alcool qui tuerait le virus et qu'il serait donc bon d'en consommer. Donc cette fake news, elle provient d'un mème qui a été publié sur la toile, plus exactement d'une capture soi-disant d'écran de la chaîne américaine CNN, sur laquelle on peut lire le message «L'alcool tue le coronavirus». Donc ce montage a véritablement été viral, il a été partagé dans plusieurs pays depuis le début de la pandémie, notamment en Iran. Ça a eu des conséquences dramatiques puisque au mois de mars, plus de 200 personnes ont été intoxiquées et 27 sont décédés après avoir bu de l'alcool frelaté pour lutter contre le virus, comme a pu le relayer l'agence officielle iranienne IRNA. D'ailleurs, vous avez également le président biélorusse qui a publié cette information lors d'un discours officiel en disant qu'il fallait boire de la vodka pour, soi-disant, empoisonner le virus. Donc sur son site, l'Organisation mondiale de la santé confirme que boire de l'alcool ne protège pas du Covid-19 et rappelle qu'une consommation fréquente ou excessive peut être dangereuse pour la santé. Donc ce récap, qui a été un petit peu long, je le conçois, est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.